J'ai l'honneur de présider ce jour 11 octobre au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, la 12e édition de la Journée internationale de l'enfant. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la question des droits de l'homme en général et ceux des enfants en particulier est au cœur des priorités du gouvernement de transition. Le thème de cette journée cadre parfaitement avec les objectifs du gouvernement de transition, car lors des assises nationales de la refondation, fortement soutenues par les forces vives de la nation, les droits et la défense des intérêts vitaux des citoyens ont été réaffirmés avec vigueur et force. Le développement du capital humain et la lutte contre les inégalités sociales pour transformer de façon profonde notre système de gouvernance en vue d'une véritable refondation de l'État sont au cœur des priorités de l'État. Le chantier de la refondation est vaste. Il constitue pour les enfants, notamment pour les filles, une opportunité à saisir et non seulement amener les populations en général et les enfants en particulier à rompre avec les mauvaises pratiques et les mauvais comportements du passé, mais aussi à promouvoir l'excellence, la transparence, la bonne gouvernance, les valeurs sociétales et républicaines à travers le respect des principes de droit, des bonnes règles de conduite qui gouvernent notre État, notre société. Chers enfants, outre vos droits fondamentaux que vous avez cités, je reviendrai là-dessus pour rappeler d'autres droits. Le Code de la protection de l'enfant vous impose également des devoirs envers vos parents, votre famille, la société, l'État et la communauté internationale. En conséquence, vous avez le devoir de respecter en toutes circonstances vos parents, vos supérieurs, vos instructeurs, vos aînés, les personnes âgées et les assister en cas de besoin. Vous devez respecter également la Constitution et les lois de la République, ainsi que les valeurs de notre société qui fondent notre identité. Vous devez respecter les droits, la réputation et l'honneur d'autrui et œuvrer à sauvegarder la morale publique des bonnes mœurs, au renforcement de la solidarité, de la cohésion sociale au sein de vos familles et du pays. Monsieur le Président du Parlement national des enfants du Mali, chères filles, je voudrais vous rassurer de l'engagement constant de la haute direction du pays pour réaliser à la satisfaction de nos enfants tout ce qu'il faut pour eux pour pouvoir s'épanouir. Du fond de nos bureaux comme sur le terrain, à l'ombre comme sous le soleil et dans la boue, nous travaillons quotidiennement pour le bien-être des populations maliennes, car l'histoire nous jugera un jour. Un jour, la plupart d'entre vous seront grands. Ils vont se rappeler qu'un gouvernement de transition était là, à la tête du pays, entre 2020
et particulièrement le gouvernement de la refondation à partir de 2021, à la fin de la transition. C'est une période que nous voulons écrire en lettres d'or avec vous dans l'histoire du Mali pour qu'elle soit inoubliable, sinon même une référence. Je voudrais vous rappeler, chers enfants, cette citation d'un grand penseur, un homme qui a réussi beaucoup de choses dans la vie. Il dit, je cite, « Les hommes qui ont réussi sont ceux qui ont choisi une ligne et s'en sont tenus à elle. » Quand il parle des hommes, c'est avec grand H, les hommes et les femmes. Alors, je vous invite à suivre une ligne directrice avec conviction. La conviction, chers enfants, c'est comme une montagne. C'est comme la foi. Elle peut soulever des montagnes. Nous sommes dans une société où on change à toutes les occasions. Il faut des hommes et des femmes stables dans leur opinion pour construire le pays. Jusqu'au jour où ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils se sont trompés ou qu'ils ont réussi. Et quand ils se sont trompés, qu'ils aient le courage de reculer. Seul le travail ennoblit l'homme. On vient d'en avoir la preuve. Les servantes, comme on les appelle ici, une fille qui travaille et étudie, est parvenue à se faire une place dans la société à force de travail et de courage. Je vais donner par exemple Mademoiselle Kadija Tamboura, première nationale au baccalauréat 2022-2023, avec une moyenne de 17,20. C'est une fille, c'est une jeune fille qui t'encourage. Ayez confiance en vous, car le Malikoula est en marche. Reconnaissez la valeur de tous ces enfants et travaillez à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité des droits et des chances. C'est ça le rôle d'un gouvernement. Donner les mêmes chances et les mêmes droits à tous les citoyens et que les meilleurs gagnent et non pas faire un nivellement par le bas, parce que ça tire la société en arrière. Que les meilleurs gagnent, qu'ils produisent, qu'ils s'enrichissent, et eux ils vont redistribuer la richesse, tirer le reste de la société. Vous savez, une société, c'est comme un train. Il y a les chauffeurs de la locomotive, c'est les leaders, c'est vous. Et la population, c'est les wagons. Sans locomotive, les wagons ne peuvent pas bouger. Sans wagon, la locomotive ne sert pas à grand chose. Mais chacun doit jouer son rôle. En Bamana, on dit Benki Dio Yorola. Dans une société, chacun fait son travail. C'est comme ça que la société avance. Une société où tout le monde s'occupe de tout, ça veut dire que personne ne s'occupe de rien. Mesdames et messieurs, vous savez, par un heureux hasard de circonstances, je l'ai dit hier, vous avez des hommes et des femmes dont le destin a été ou est d'être dans la locomotive aujourd'hui. Ils doivent avoir conscience que sans le wagon de la société, la locomotive dans laquelle ne sert à rien. Mais ils doivent avoir une claire conscience que c'est à eux qu'il appartient de tirer
la locomotive. Serrer les rangs autour du président de la transition. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, je voudrais vous faire une sorte de mise en contexte pour que tout le monde comprenne de quoi je vais parler. Je vais vous détendre un peu. Souvent, les femmes se plaignent des violences faites aux femmes. Un jour, j'ai demandé au ministre de la Femme, mais est-ce que les hommes viennent se plaindre? Les hommes qui sont battus par leurs femmes, là, est-ce qu'ils viennent se plaindre? En général, ils se cachent, ils ne veulent pas de vivre. C'est pas faux. Tout ça, il y en a dans notre société. Donc, il faut parler de temps en temps aussi des droits des hommes. Donc, après vous avoir détendu, je voudrais vous dire qu'une société où la femme est épanouie, c'est une société en avance. La femme, c'est notre fille, c'est notre soeur, c'est notre mère, c'est notre tante, c'est notre grand-mère qui nous apprend tout. Tout ce que nous apprenons dans la vie, ça a commencé par ce que la femme nous a appris. Un homme qui ne respecte pas les femmes, qui se trompe. Je vais vous donner une petite anecdote qui va vous faire rire encore. On a demandé à 2 groupes d'hommes qui ont peur de leurs femmes. Il y en a qui n'ont rien dit. D'autres ont levé la main. On les a mis à côté. Qui n'a pas peur de sa femme? Beaucoup ont levé la main. Le patron a dit, c'est avec ceux qui ont peur de leur femme qu'ils devaient travailler. Parce que c'est eux les hommes. Je vais à la guerre avec eux. Je suis sûr qu'on va se battre parce qu'ils auront honte de revenir battus de la guerre. Ils préféreront mourir que de revenir. Et que leurs femmes leur disent, et Fougari, tu es parti, tu as fait pour revenir. Donc, un homme normal, sérieux, travailleur, réfléchi, doit respecter la femme. Je veux dire que la femme, c'est notre fille, c'est notre soeur, c'est notre mère, c'est notre grand-mère qui nous apprend tout dans le temps. Et, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est la conseillère la plus discrète, la plus déterminée. Tous les pays où vous voyez des hommes très forts parlent, on dit derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. La réussite de tout homme, au début, il peut après s'épanouir et faire du n'importe quoi, mais au début, ce sont les femmes. C'est sa soeur, sa mère. Est-ce que vous savez que maintenant, je cause avec beaucoup d'amis, ils me disent vraiment, moi j'ai regretté de n'avoir pas beaucoup de filles. Parce que les filles, elles aiment leur papa. Vous pouvez imaginer. Tous ceux qui sont allés me disent que leurs filles sont plus attentives, elles sont plus préoccupées. Mais les garçons, nous autres, quand ils se marient, son téléphone est souvent sur le répondeur quand les parents appellent. Mais lorsque madame appelle, le téléphone répond avant même. Ils me prennent. Donc, vous devez être très fiers. Et vraiment, ce que j'ai vu aujourd'hui m'a beaucoup impressionné et m'a convaincu davantage. Les femmes, leur épanouissement est un critère de bonne santé de la société. Mais je voudrais insister sur un certain nombre de choses. On a parlé des droits des enfants. On a une sœur qui a été aide-ménagère. Moi, j'ai été aide-ménager en 1971. Donc, tout ce que vous vivez, je l'ai vécu. Sauf qu'à notre temps, on ne donnait pas d'argent, on donnait à manger seulement. C'est pour vous dire
que le droit de l'enfant, dans ma conception, le premier droit de l'enfant, quand les parents le mettent au monde, ils doivent le nourrir. La nourriture, habiller ton enfant, l'amener à l'école, le former. Le reste va suivre. La formation, c'est un élément. Il faut que vous soyez nourris, logés, soignés. Après, on va vous enseigner. Même un gouvernement qui est à la tête d'un pays doit comprendre que les enfants du pays doivent être d'abord en sécurité. Ils doivent être nourris, ils doivent être soignés, ils doivent être habillés, ils doivent être logés et ils doivent être formés. Vous avez commencé à partir de la formation. C'est normal, parce que peut-être vous n'avez pas fait. Vous savez qu'à notre temps, on pouvait faire un jour, on ne mangeait pas. Actuellement, mes enfants me disent, mais papa, comment vous faisiez? Comment on peut faire un jour, on ne mange pas? On a des maux de tête, on tremble en classe, on boit de l'eau pour se tromper. Parce qu'il n'y avait rien à manger. Il y avait la sécheresse. Les gens mouraient en grand nombre. Beaucoup ont émigré. On a beaucoup de citoyens aujourd'hui au Niger, au Nigeria, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Ghana, parce qu'il n'y avait pas à manger. On ne nourrissait pas les enfants. On buvait de l'eau simple. J'ai retrouvé un de mes enseignants ici. Il a dit, mais expliquez-moi comment j'étais dans l'enfance. Pourquoi vous avez commencé à me donner 5 francs pour aller acheter des arachides, boire de l'eau après? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'un jour, pendant la récréation, les enseignants en groupe discutaient. Et puis il voit un groupe d'enfants. Et il y a un jeune grand galet qui est en train d'expliquer des choses. Après, il appelait des enfants. Il dit, mais qu'est-ce que le jeune chauvet là était en train de vous expliquer? Vous étiez très attentif. Cet enfant lui a dit que ce jeune nous a dit que si les enseignants savaient toutes les difficultés qu'on faisait, qu'on surmontait pour arriver à l'école, on marchait 12-15 km. Souvent, on ne mangeait pas la journée. On retournait, ce qu'on donnait, c'était vomissait tellement ils étaient fatigués. Si les enseignants savaient tout cela, ils allaient comprendre les efforts qu'on faisait pour étudier. Parce qu'en ce moment, l'enseignant, ils étaient très sévères. Ce n'est pas maintenant où c'est les élèves qui menacent les enseignants. Dans ce temps-là, c'est les enseignants qui menaçaient les élèves. Il me dit qu'il y a une prise de conscience chez lui. Et il a réuni les autres enseignants pour leur expliquer cette situation. Qui se sont dit qu'à partir de ce jour, tous ces enfants qui viennent de la brousse, ils vont être plus de la brousse pour ainsi, vous comprenez, 10-15 km, ils vont être plus indulgents avec eux. Il me dit c'est à partir de ce jour qu'il a commencé à me donner souvent 5 francs pour aller acheter de l'arachide, 10 francs. Et vous imaginez ça, c'est en 71. Je n'ai pas oublié, c'est cette année que je l'ai retrouvé, je lui ai demandé, il m'a expliqué de la situation. Pour vous dire qu'un enfant, la nourriture, le logement, les soins et l'éducation, bien sûr. Ce que je voulais vous dire encore, vous êtes l'avenir du Mali. Les jeunes, c'est l'avenir de l'Afrique. J'ai demandé à madame, la journée des garçons, c'est quand? Sinon, c'est la discrimination positive en faveur des femmes. Parce que les petits garçons, ils n'ont aucun poids aussi. Mais elle m'a répondu, vous avez besoin d'un ministre et le procès d'université. Donc, elle se sort de toutes ces situations quand les élèves font des questions. Elle me dit, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, il y aura la journée de l'enfant en novembre. Et quand on dit l'enfant, c'est tout le monde. Donc, elle a répondu. Le Premier ministre n'a eu d'autre choix que de se dire qu'on lui a marqué un but, 1-0. Et le ministre a gagné, donc a su bien répondre à sa question.
Je disais donc que vous êtes des jeunes, et vous et une bonne partie de la société ne comprend pas ce qui se passe autour de nous. Souvent dans les discours, je tiens beaucoup de discours qui ressemblent à de la répétition historique. En réalité, ce n'est pas fait par hasard. Parce que le Manikoura là, le président de la transition nous dit souvent que c'est dans les têtes. Il faut que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe, qu'ils agissent en conséquence pour être de bons citoyens. Or, il y a beaucoup de phénomènes. Nous prenons les conséquences et on ne cherche pas la cause. C'est comme quelqu'un qui a du palu. Au lieu de donner du climat pour le soigner, on lui donne un fer seulement pour baisser la température. Et quelques temps après, il retombe malade. Dans notre société, la plupart des jeunes, beaucoup d'intellectuels, ils ne connaissent pas leur histoire. Ils ont le même point de vue que ce que donnent les médias, souvent les médias occidentaux. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays qui dépassent 1 milliard de dollars, l'équivalent de 1 milliard de francs CFA, uniquement pour diffuser les émissions que vous écoutez tous les matins? Avant, dès que les citoyens se réveillaient, ils prenaient Radio Mali. Qu'est-ce que Radio Mali est en train de dire? Mais jusqu'à une date récente, les intellectuels sont là. Dès que quelqu'un se lève, il branche RFI. Dès qu'il ouvre la télé, il regarde France 24. Mais il ne sait pas que derrière, on travaille son cerveau, on travaille son esprit. Ce pays-là met plus d'1 milliard de francs CFA pour ces petites émissions que vous écoutez. Vous grandissez et pour vous, la vérité, c'est ce qu'ils disent. Ils viennent négocier avec les gouvernements pour amener des antennes juste dans les villages. La vieille se lève, RFI est à fou. Aya et France 24 là. Donc, les paroles de ces radios deviennent paroles d'évangile. BBC fait la même chose. La Voix de l'Amérique, la même chose. Est-ce que vous savez que dans la bataille idéologique que les pays se font, il y a toute une radio orientée sur un pays qui bombarde d'images, de sons, pour travailler les esprits des gens depuis leur enfance. Et quand ils grandissent, vous entendez beaucoup de gens au Mali dire « Ah, sans la France, on continue ces fins-là. Nous ne pouvons rien sans la France. » Parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. C'est à ceux qui croient. Je vais vous dire, le 15 septembre 1884, c'était une conférence à Berlin qu'on appelle la conférence de Berlin pour diviser l'Afrique. Et c'est terminé en février 1985. Vous savez les résolutions principales de cette réunion concernant l'Afrique, c'est de dire nous allons apporter la mission civilisatrice. La France dit mission civilisatrice de la France. L'Angleterre dit nous allons exporter les 3 C, le christianisme, le commerce et la civilisation. 1. 2. Il y a 2 grands fleuves en Afrique, le Congo et le Niger. Nous y allons pour réglementer la circulation sur ces 2 grands fleuves. Voici ce qu'il y a dans les conclusions de la conférence de Berlin qui a dépassé l'Afrique. Nulle part, on a parlé de colonisation. Mais quand ils sont venus, on a tué des gens, on a opposé des frères. Quand un frère est chef de village, on appelle l'autre, on lui chuchote à l'oreille. C'est toi qui es le plus beau, c'est toi qui dois diriger le village. On te donne un fusil, fais tout pour le tuer. Quand il tue son frère, il vient rendre compte. Au moment du retour, on le tue. Donc la tribu reste sans chef. C'est comme ça qu'on a colonisé. Ils étudient les mentalités des tribus qui sont plus aptes à être prêts à la trahison. Les groupes ethniques très proches de la trahison.
On travaille pour les avancer. Ceux qui aiment se battre, les plus braves, on les élimine. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, quand les Noirs ont aidé à éliminer le nazisme avec d'autres forces, parce qu'avant on a dit que le Noir n'est pas courageux. C'est le Blanc qui est courageux. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces guerriers africains? On leur a promis là-bas, après la liberté, on va vous aider à avoir l'indépendance. Mais tous ceux qui ont crié à ça, on les a éliminés. Et l'illustration la plus farfaite, c'était au Sénégal à Tcharo. Les soldats ont demandé leurs droits simples, comme les Français. On les a tous tués. Le résultat, c'est quoi? On a dépecé l'Afrique. On a pris le Congo, on l'a donné comme propriété privée à Léopold, le roi Léopold. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? On a tué les gens, on les a brûlés, on les a fait travailler. Mais on ne l'a jamais appelé dictateur chez eux. Mais les présidents qui sont venus là-bas, ceux qui ont rendu service à ce pays-là, on les a appelés après dictateurs quand ils n'avaient plus besoin d'eux. Le dictateur Mobutu Seko, Mobutu c'est qui l'a amené. Tant qu'il servait leurs intérêts, il était bien. Quand on n'avait pas besoin de lui, on a commencé à l'appeler dictateur. Et tous les Africains sont rentrés là-dedans. C'est comme ça qu'on travaille l'esprit des Africains. Ils ont colonisé l'Afrique. Avant de partir, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et qu'ils étaient obligés de décoloniser l'Afrique, sous la poussée nationaliste des Africains et l'appui des États-Unis et de l'URSS, qui voulaient que la France et les autres perdent les empires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait beaucoup de stratagèmes. Je vous parle juste du cas français. Parce que moi, je connais tous les autres cas, comment ils ont fait. Quand on a dit de décoloniser et partir, tout le monde est parti. La France a décolonisé, est partie pour mieux rester. En faisant quoi? C'est le Premier ministre français, Pierre Messmer, qui a piloté la décolonisation, qui était un gouverneur colonial, qui connaît la mentalité des Africains. Parce que beaucoup ne savent pas que quand tous les dirigeants français ont fui, quand la France était occupée, la capitale de la France libre, c'était en Afrique, c'était à Brazzaville, c'est pas à Paris. En 1944, la capitale de la France libre, c'est Brazzaville. C'est pas Paris. Tous les dirigeants ont fui, où ils se sont donnés aux Allemands. Maintenant, quand il fallait aller à l'indépendance, ils ont négocié. Comment partir pour rester? Quand ils ont vu que les peuples n'étaient pas d'accord, ils ont commencé à manœuvrer avec les dirigeants. Et je vous dis ce que Pierre Messmer dit dans ses mémoires. Il dit qu'en 1960, ils ont donné l'indépendance